Bonjour, je suis Fanny Ricard. Je me définis comme révélatrice de beauté intérieure à travers la voix, le massage et l'art. Et je suis également l'hôte de ce podcast Conversation au cœur des hommes. Ce podcast, c'est une rencontre avant tout. Une rencontre avec soi, une rencontre avec l'autre. J'ai à cœur de vous proposer chaque dimanche une nouvelle conversation. C'est ma façon à moi de vous proposer des espaces de compréhension de l'autre, de vous, dans l'optique de développer des relations saines et équilibrées, d'accroître sa compassion envers soi-même, envers l'autre, de développer sa connexion émotionnelle et relationnelle. Si vous voulez aller plus loin, je serais ravie de vous accompagner en visio ou en présentiel, de vous recevoir pour une séance de face reveal massage ou encore de vous guider à travers mon art. À bientôt et bonne écoute. Bonjour Ismaël. Bonjour. Ça va ? Ça va. Bon, super. Il y a une question que j'ai envie de te poser avant toutes les autres questions qui viendront au fur et à mesure. On devait commencer ce podcast 2 heures plus tôt. Et du coup, ça me fait vraiment entamer sur le timing, tu vois. Et je voulais avoir ta vision et pour toi, ce que ça représente, le timing. Est-ce que tu crois au timing divin, au fait que les choses doivent se passer en temps et en heure, ou est-ce que tu crois au c'est pas le bon timing, c'est le mauvais timing? C'est vraiment une question que moi, je me pose personnellement. Ok. J'aimerais bien en échanger avec toi. Ouais. Moi, je crois au timing. Divin, je sais pas, parce que je crois pas en un dieu. Je pense que je crois plus en la nature et à tout ce qui s'articule de façon peu hasardeuse, je pense. Donc oui, je crois au timing. Je crois aussi au mauvais timing, puisque ça peut arriver. Et je pense qu'il faut aussi prendre les signes de ces mauvais timings. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, que ça fait plusieurs fois que tu essayes et que voilà, ça peut être n'importe quoi, hein, des relations, un métier ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un signe pour te dire attention. Là c'est peut-être pas pour toi, ça sert à rien de forcer quoi. Et par contre, moi je trouve qu'on est dans un moment où une société, en tout cas je parle pour moi, où les signes ou les bons timings, on les chope moins facilement. On se dit moins, ah là c'était un bon timing, tu vois. Alors que le négatif, tout de suite, ah bah oui, c'est normal, c'était pas le bon moment. Mais quand est-ce qu'on se dit, ah c'est le bon moment, tu vois. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que quand on vient dire c'est pas le bon timing et qu'on vient se plaindre, d'une certaine manière, on perd notre part de responsabilité et notre part de création, tu vois, enfin co-création avec la nature, avec l'univers, avec ce que l'on veut. Et je te rejoins là-dessus, c'est que de pouvoir se dire là, je suis dans un bon timing, là, je saisis l'opportunité et je ressens profondément que c'est bon. Mais est-ce que c'est pas parce qu'aussi on est pollué d'informations, tu vois? À trop d'informations extérieures, est-ce qu'on arrive à capter cette information intérieure, tu vois? Bah justement, je suis tout à fait d'accord avec toi et j'irai même plus loin. Moi, je pense concrètement que comme on est sorti de la nature, tout ce qui est hors nature, c'est de la pollution. Mais c'est devenu notre environnement de vie pollué. Ouais. Donc au final, ce qui nous est étranger, c'est les signes de la nature ou les informations qu'on reçoit d'elle. Et du coup, ça s'est inversé et on n'est plus du tout réceptif aux bonnes choses, je pense. Donc, ouais, la nature, elle nous parle tous les jours, elle nous dit des choses, je parle pas de pollution ou quoi que ce soit, parce que moi, je pense concrètement que la Terre, elle survivra à l'homme. Hein. Peu importe ce qu'on lui inflige, là. C'est juste que l'humain a peur oui, pour voilà, lui. pour lui, vois, c'est bien tout. Sûr. On est bien d'accord. Mais du coup, moi, je pense qu'on est pollué constamment et que ça s'est accéléré avec l'industrialisation, parce qu'il y avait encore des campagnes, il y en a encore aujourd'hui, mais beaucoup moins qu'avant, mais il y avait encore des petites villes, des petits villages avant que tout prenne le dessus, que le système capitaliste arrive et cadre les choses et développe de plus en plus des concepts, des choses, des machins, des trucs à consommer qui nous polluent et qui nous empêchent justement de retrouver nos racines ou des choses qui nous parleraient vraiment. Et ce qui est terrible, c'est que ça crée des confrontations psychiques internes et propres à chacun, comme une sorte de folie au final, où on est toujours tiraillé entre des trucs, on n'est jamais en accord avec soi. En fait, on vit énormément de dualité. Je pense qu'à tous les niveaux, c'est juste que peut-être on en a plus conscience que d'autres personnes, mais c'est affreux la dualité dans laquelle on vit. Et parfois, ouais, quand t'as une forte sensibilité, il y a vraiment ce truc de... Enfin, est-ce que c'est ma tête ou mon cœur? Est-ce que c'est l'extérieur ou c'est l'intérieur qui parle? Et trouver son centre
en off, on parlait beaucoup de ce centre à trouver. Je trouve que c'est pas forcément facile. En tout cas, il n'y a pas grand-chose qui nous permet de le retrouver, sauf, et je te rejoins totalement, la nature. Et là, on vit quand même dans un milieu urbain. Et du coup, c'est essayer d'aller faire la part des choses entre la raison et le cœur, entre la ville et la nature, entre ce que la société nous demande, mais ce qu'on ressent être juste pour nous. Tu vois, entre ce que la famille ou les amis demandent et ce qui est juste pour nous. Tout le temps, cette dualité. Entre même la gratuité ou l'argent. Carrément. Parce que tu me parles de la ville et la nature. La nature, c'est gratuit pour l'instant. Ouais. On peut aller se balader, on peut marcher dans un bois, on peut aller au bord d'un lac. C'est gratuit. La ville, ça nous ramène à la consommation, point, barre. Oui, c'est vrai. Et les gens qui vivent sur Paris, j'ai une bonne partie de ma famille qui sont partis de banlieue pour aller sur Paris. Moi, je pourrais pas vivre leur vie parce que c'est de la consommation en permanence. Il y a très peu de choses gratuites à Paris. Le peu de choses gratuites qu'il y a, c'est des petits parcs. Mais comparé à ce que moi j'ai dans le 91, c'est nul, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. En fait, on peut en venir, à se contenter de choses, mais quand tu prends du recul et que tu regardes, tu te dis, mais comment c'est possible d'être OK, de se foutre en maillot de bain dans un parc l'été parce qu'il fait chaud et d'être entassés les uns sur les autres, d'aller à Paris-Plage. Et je suis pas dans le dénigrement ni dans le jugement. Je trouve ça juste aberrant. Et à quel point aussi l'humain, il s'adapte, mais en oubliant totalement ce qui lui fait profondément du bien, alors qu'il le sait. Deep down, il le sait. C'est ça. Mais après, il s'adapte parce que l'humain il s'adapte très bien. Le problème, c'est que ce qu'on lui propose, l'adaptation, elle va le détruire au final. Donc c'est un peu dommage parce que comme on est sorti de la nature, notre survie, notre instinct de survie, il s'est placé à d'autres endroits que le simple fait d'avoir peur de mourir. Là, ça va être la peur de ne pas exister dans une société, par exemple. Ouais. C'est un instinct de survie, c'est la survie de l'ego. Ça va être la peur d'être supplanté par un collègue de travail. Ça va être la peur d'être à la rue aussi. De manquer d'argent, de ne pas pouvoir payer ses factures. Exactement. Ouais. Et du coup, on a placé tous nos réflexes de survie dans d'autres endroits, ce qui fait que ça crée beaucoup d'animosité sur des concepts qui sont des illusions totales comparées à la nature. Bien sûr. Alors derrière, ça nous renvoie quand même à la peur de la mort derrière, parce que quand tu regardes, quand t'as plus d'argent, tu te dis j'ai plus de maison, si j'ai plus de maison, je peux pas, j'ai pas d'argent, je peux pas manger, donc je vais mourir. Derrière, mais en fait, c'est que des peurs mentales. C'est pas des peurs réelles, c'est pas comme si un lion arrive et va te bouffer, tu vois. C'est pas vraiment vrai, mais c'est vrai dans une forme de subconscient. Exactement. Et c'est augmenté par nos névroses, nos blessures, nos traumas et notre mental qui devient complètement fou parce qu'il n'est pas stabilisé. Ouais. Il y a ce truc, il y a un élément qui manque, et la nature clairement en fait partie, qui stabiliserait le mental. Et d'ailleurs, il y a qu'à voir, les gens s'énervent pas sur un chemin de rando en montagne. C'est quand même assez rare, quoi. Ou au bord de la mer. Tu captes des éléments que tu peux pas expliquer, mais qui t'apaisent. Exactement. Ouais, c'est ça. Magnifique. Comment est-ce que toi, elle se vit, ta dualité ? Moi, elle se vit de façon maîtrisée. Elle s'exprime, en fait. Ouais, je la contrôle parce qu'en vrai, si je m'écoutais, je serais très capable de m'isoler complètement dans un bois avec une cabane. Mais là, je me dis, c'est peut-être pas adapté. C'est peut-être pas le moment. Ouais. Et il y a encore des gens autour de moi à qui je peux donner des choses. Après, sûrement aussi un prétexte parce que j'ai peut-être peur aussi de cette vie-là. Mais en tout cas, j'y pense très souvent et j'aimerais bien qu'on se rapproche tous ensemble de ça pour pas être seul. Pas se dire, ouais, j'y vais seul et voilà. Mais moi, mon rêve, par exemple, c'est d'avoir une maison dans un arbre qui soit complètement écolié, quoi. Tu vois ? Avec de l'électricité qui vienne de la nature. Tu vois, des trucs bêtes comme ça, qui existent déjà d'ailleurs, des technologies qui existent, mais qu'on nous met pas à disposition parce que ça n'arrange pas les gens qui font payer. Mais tu vois, moi, mon rêve vraiment ultime, c'est d'être sur une île, d'avoir une maison dans un arbre. Mais c'est juste ça, quoi.
Elle serait où ton île? Alors moi j'aime beaucoup, j'y suis pas encore allé, mais j'aime beaucoup les îles du Pacifique, donc tout ce qui est Tahiti, Polynésie, etc. Moi ça c'est vraiment un rêve. Je suis pas encore allé parce que je me dis que si j'y vais, je vais être capable de rester. Ouais. Et il faut que je sois plus intelligent que ça, donc on verra. Mais je construis les choses pour en tout cas aller sur des îles avec moins de monde, plus proche de la nature. Ouais. Voilà. C'est peut-être le step intermédiaire avant l'isolement total dans une forêt de Fontainebleau, par exemple, en mode ermite, tu vois. Je me dis qu'il y a ça aussi, un bon intermédiaire, et puis rester en contact avec des gens, c'est aussi comme ça qu'on vit. Et donc, j'ai pas envie de me couper totalement. Voilà comment se vit ma dualité. Ouais, c'est intéressant. Je travaille dessus. Et si je me trompe pas, t'es issu du métissage. Ouais. Du coup, est-ce que ça, dans ta vie, parce qu'il faut que je te raconte quand même que mon neveu s'appelle Ismaël et son papa est sénégalais. Ouais, ça m'étonne pas. Voilà, et sa maman, c'est ma sœur. Okay. Et du coup, ça m'intéresse vraiment. Il a que 2 ans et demi, tu vois. Mais juste de savoir et d'avoir toi, ton retour d'expérience sur ton métissage, comment tu l'as vécu, vu qu'on parlait de dualité, là, c'est pas tant dualité, mais c'est quand même 2 côtés, 2 parties de toi. C'est une dualité aussi. Et voilà, je sais que c'est pas toujours évident, donc... moi, comment je le vis, c'est... En fait, être métis, c'est une sensation assez cool parce que t'es en accord avec tout et t'es sur une ouverture de base parce que t'es issu d'une ouverture. Donc pour moi, la vie, je pense qu'elle est plus simple que beaucoup de gens qui sont stigmatisés par leur couleur ou leur culture. Donc je vis très bien. Après, j'aurais bien aimé qu'on m'apprenne à parler Wolof et Peul, qui sont les langues sénégalaises. En tout cas, du côté de ma famille, on parle Peul. J'ai pas eu cette chance-là parce que mon père est décédé, j'avais 8 ans. Et bon, il nous parlait français. Mais en tout cas, moi, je le vis très bien, le métissage. Je pense que c'est une chance d'être métisse. Je pense que tous les peuples sont métissés d'une certaine façon. Même s'il y en a qui persistent dans leur chair à se dire qu'ils sont blancs total ou qu'ils sont noirs total ou qu'ils sont arabes total. C'est sûr qu'ils sont issus du métissage parce que ça fait trop d'années qu'on est là. Bien sûr. Donc ils peuvent pas venir que d'une seule branche, et heureusement. Et je pense que la beauté se fait dans le métissage. Après, il y a une différence entre le métissage au niveau de l'ADN et le métissage des cultures. Là, on est sur 2 choses différentes encore. Mais en tout cas, moi, je suis très content d'être métisse. J'en suis pas fier parce que c'est pas, j'ai pas besoin d'être fier de quoi que ce soit. Mais en tout cas, je suis heureux de l'être parce que je pense que j'aurais pas eu envie de choisir où me placer en fait. Ouais. Et t'es parti au Sénégal ? Je suis allé au Sénégal une fois. J'ai décidé de moi-même de pas y retourner parce que j'ai beaucoup de déception de l'Afrique en général. Je suis allé au Cameroun aussi plusieurs fois pour des shows de danse. Et c'est toujours les mêmes logiques de réflexion politique. Et moi, je peux pas me taire face à ça. Et je le vis déjà pas très bien en France. Ouais. Alors là-bas, c'est pire. Je aurais pu me contenter, comme tous les touristes, d'aller au bord de la mer et se dire « Ah, le Sénégal, c'est génial, les Sénégalais sont super sympas. » Sauf que ma famille vit là-bas et que moi, j'ai dormi chez eux et que c'est pas la même vie. Et donc, c'est pas vrai. Le Sénégal, c'est pas bien. Ça pourrait être très bien, mais ça ne l'est pas, en fait. La responsabilité, elle est sur les Sénégalais, les chefs d'État, le peuple aussi, parce que très dans les croyances qui sont dans leur culture, hein, je dis pas le contraire, mais qui les bloquent. L'État se sert des croyances au Sénégal pour empêcher les rébellions, pour empêcher de se poser des questions. Quand tu parles à ton oncle et qu'il te dit il faut que j'aille voir le marabout pour choisir telle ou telle chose. Voilà, si on en est encore là, les gars, c'est normal qu'en fait, on n'y arrive jamais, en fait. Et là, quand tu parles politique avec eux, non, mais il faut pas parler de ça. On laisse tomber, alors. Ouais. Et moi, ça, je supporte pas, donc j'ai du mal à y retourner. Je vais y retourner sûrement en famille, là. Mais j'ai beaucoup de mal, et pourtant, il y a la famille de mon père là-bas, donc ça m'embête. Mais j'arrive pas, quoi. J'arrive pas à les voir détruire leur pays, récupérer nos merdes, que ce soit voiture, machin, alors qu'ils pourraient très bien faire des choses à leur image. Ça m'attriste et je trouve pas ça agréable, en fait. Ouais. Voilà. L'émotion, c'est la tristesse, c'est la colère, c'est la frustration, c'est quoi derrière ? Tristesse, colère, ouais.
Ouais. Injustice, non, parce qu'on choisit. Tous les peuples ont eu leur révolution, qu'elle soit que derrière il y ait de la politique et qui se soit fait un peu manipuler. En tout cas, il y a quand même la place pour des rébellions à des endroits et moi j'y crois, mais c'est pas le moment. Donc moi ça m'intéresse pas d'aller dans un pays pire que la France au niveau politique. Je peux pas. Ouais. Voilà. Okay. Merci. Et faut quand même qu'on parle de pourquoi est-ce que moi je t'ai sollicité pour ce podcast. Comme tu le sais, Conversation au cœur des hommes, c'est vraiment, le but c'est de se connecter juste à ta vérité de l'instant. Donc on peut penser qu'on va aborder certains sujets. Au final, pas du tout. Il n'empêche que moi, pourquoi je t'ai contacté spontanément? Parce que je trouve que t'as beaucoup de... En fait, proportionnellement à toute cette colère que je peux ressentir, qui est au fond de toi, il y a aussi beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Alors peut-être qu'on est à nouveau dans cette forme de dualité et qu'on a tous de toute façon cette partie lumineuse et cette partie sombre. Comme on a aussi parlé des relations en off, je me posais juste la question de, pour toi, c'est quoi? À quoi ça sert les relations? Pourquoi est-ce que tu as besoin de lier les gens les uns aux autres? Pourquoi est-ce que tu te lies aux gens? Pourquoi, alors que tu pourrais être un ermite dans la forêt? À quoi ça sert pour toi les relations? C'est quoi leur place dans ta vie aussi? Alors moi je pense que on est tous, moi j'imagine, en tout cas je théorise le monde comme un corps qui a des organes, qui a des vaisseaux sanguins, tout un système qui est fait pour le faire vivre. Et je pense que chacun a sa place dans ce mécanisme. Sauf que quand tu dis ça aux gens, c'est limitant pour eux. Donc ils se disent, moi, non, je préfère croire que je peux tout faire. Tu fais ce que tu veux et du coup, tu iras nulle part. Ça, c'est mon avis. Par contre, moi, je suis profondément sûr de moi quand je dis que mon rôle ici, c'est de créer des liens entre les gens. Je le sais, je le sens, c'est au fond de moi, je le fais depuis que je suis petit. Quand je voyais, d'ailleurs, c'était un de mes meilleurs amis, je vois ce petit dans la cour en maternelle qui est tout seul sur un banc et que personne vient voir. Et ben moi, je vais le voir, je lui dis, tu vas venir jouer avec nous. Parce que je ne supporte pas que les gens ne puissent pas avoir de lien. Le lien, c'est la vie. Nos vaisseaux sanguins sont en lien, tout communique dans le corps, tout est lié, il n'y a pas un truc qui fonctionne tout seul. À partir du moment où il y a un truc qui fonctionne tout seul, ça se transforme en cancer. Ouais, il y a un problème. Il part en vrille le truc, il se déconnecte. Et en fait, le cancer, c'est quoi? C'est qu'une cellule a décidé qu'elle n'allait pas fonctionner avec les autres et elle va contaminer de son concept d'autres cellules qui vont pas fonctionner avec les autres et il va y avoir un désordre. C'est pour ça que souvent je dis la société actuelle, elle est en mode cancer, phase terminale. Là. À partir du moment où il y a du lien entre les gens, il y a quelque chose qui vit, quelque chose qui se crée. Qui circule, ça fait du bien à tout le monde. À tout le monde. Et moi, je suis intimement persuadé que je suis là pour créer du lien et pour créer des relations avec les gens. Voilà. Il y a le mot inclusion qui vient de m'arriver dans la tête parce que encore plus que créer du lien, moi j'entends l'inclusion en fait. Comment est-ce qu'on inclut peut-être ceux qui seraient en marge, ceux qui seraient sur le côté, peu importe ce qu'on met derrière en marge ou sur le côté ou qui tu vois. Et j'entends ça moi. Ça te parle le mot inclusion? Oui, ça me parle beaucoup. Okay. Moi dans mon travail d'éducateur, on réalise des inclusions. Okay. Donc on est dedans encore et on pousse les gens à rentrer en contact, à pas avoir peur du handicap et à créer du lien et à voir qu'il y a des choses à prendre chez chacun. Que chacun a peut-être un don ou au moins le droit d'être là et d'être stimulé, peu importe la façon. Donc oui, ça me parle énormément l'inclusion. Ouais. On en revient sur cette notion de place, quoi. Toi, tu parles d'un corps, peut-être parce que de par aussi ta passion qui est aussi ton métier, enfin la danse, il y a quand même une grosse partie forcément corporelle. Moi, je parle de puzzle. Je pense que ça correspond à mon esprit qui fonctionne comme ça, où je me dis que chaque humain de cette planète est une pièce du puzzle. Tout à fait. Et que, tout comme quand on fait un puzzle et qu'on essaye de faire rentrer une pièce à un endroit où ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. C'est clair. Ouais, non mais c'est... Donc je pense qu'on est assez raccord sur ça, moi je suis tout à fait d'accord. Ouais. Et si on va plus loin dans l'inclusion et dans le besoin de créer du lien, si toi tu réfléchis à toi, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à toi, à l'inverse? Genre, si toi tu étais exclu ou si tu étais
hors lien, comment est-ce que ça te ferait sentir? Parce que parfois, en fait, on cherche à tel point, tu sais, à créer du lien et à inclure, parce que derrière, c'est la peur du contraire, quoi. Bien sûr. Moi, je pense que j'ai été exclu à certains moments. Pas beaucoup, parce que j'étais très sociable, donc c'était pas compliqué pour moi de créer du lien, mais je me suis senti exclu sur des choses, des moments, et je pense que j'ai du coup compris et senti le mal-être que ça pouvait créer, et du coup j'ai voulu vraiment casser ce truc-là en disant non, mais ça arrivera pas aux autres. Voilà, donc ça me renvoie ça de moi, c'est ce côté, non, cette souffrance d'être seul, elle est tellement horrible et tellement pas naturelle que je peux pas la laisser vivre à des gens, sauf ceux qui ont vraiment choisi. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont besoin d'être seuls et voilà, c'est ok. Mais la plupart des gens, non. Est-ce que ça a un rapport ou est-ce que ça a un lien avec le fait de perdre son papa à 8 ans? Le fait d'avoir peur d'être seul, peur de... Je pense pas, non, pas mon papa. Je pense que c'est plus une histoire familiale où ma mère elle s'occupait beaucoup de moi quand j'étais petit parce que j'étais malade. Mais sauf qu'on était une grosse fratrie, donc à l'époque on était 4, et puis après on a été 6 enfants. Donc je pense que le moment où avec ma mère on se sépare parce qu'elle décide de vivre sa vie et de nous laisser dans un appartement à être autonome, qui arrivait très tôt. T'avais quel âge? J'avais 12 ans. Je pense que ce moment-là, il est déclencheur. Après, j'ai quand même toujours eu une sensibilité, une empathie envers la souffrance des autres. Et c'est bien pour ça que de toute façon, je suis là à faire ce métier. Enfin voilà, il n'y a pas de... C'est pour ça que moi, je suis persuadé, comme toi, qu'on a une pièce, donc toi d'un puzzle et moi d'un organisme vivant. Et ça me quittera jamais parce que dès petit, j'étais déjà comme ça. Ouais. Donc ça s'est accentué. Le besoin, en tout cas, s'est accentué. Je pense quand ma mère nous a laissés et que mon père n'était plus là, quoi qu'il arrive. Donc beaucoup de souffrance de ce côté-là, mais bon, on survit. Hein. Bien sûr. On s'adapte aussi. Exactement. Mais on développe aussi des mécanismes. Et du coup, la question qui suit pour moi, c'est le lien me paraît tellement évident dans les relations amoureuses. Si tu regardes vers ton passé et dans tes mécanismes relationnels, est-ce que tu peux observer comme un pattern qui s'est reproduit jusqu'à ce que tu le comprennes? Ah oui. Oui. Et est-ce que tu veux bien en parler? Ouais, sans problème. Non, j'ai pas de souci, t'inquiète. Oui, il y a eu un moment où je voulais, je pense, réparer ma mère. Donc je sortais qu'avec des filles qui ressemblaient à ma mère. C'est arrivé plus tard, hein, parce que l'adolescence, jusqu'à 16 ans, je testais tout. Parce que t'es là, tu testes. C'est important. Voilà. Ouais, bah oui. Dans puis un moi, corps, on apprend. J'étais très, très, comment on dit, précoce. Donc très rapidement le sexe, très rapidement les relations amoureuses. Mais après, par contre, j'ai tourné en boucle pendant longtemps avec des femmes qui ressemblaient à ma mère. Au niveau du comportement, même physiquement des fois, c'était inconscient. Et j'avais ce besoin de les aider, les réparer, les cadrer, parce que c'est ce qu'elles demandaient. Et du coup, ça se passait pas très bien. Logique, parce qu'au final, je m'y retrouvais pas. Et je faisais ça pour les mauvaises raisons. Même si j'ai beaucoup aimé ces personnes, hein, je dis pas que c'est de leur faute du tout. C'était mes choix. Donc c'est ma responsabilité. Même si c'était inconscient. Oui. Mais c'est quand même mes choix et c'est ma responsabilité. Donc ouais, j'avais cette pattern-là qui revenait en boucle. Et puis un jour, je m'en suis aperçu et j'ai décidé d'aller voir un psy pour m'aider à essayer de s'en sortir, de déculpabiliser, de parler de ma mère, parce que moi c'était un gros problème parce que j'en voulais beaucoup, beaucoup de choses. Donc ça m'a aidé à me décrocher en tout cas de ça et de plus me sentir responsable du monde entier et de leur mal-être. Ouais. Il fallait aussi responsabiliser les gens. Et j'ai commencé à sortir avec des personnes qui prenaient soin de moi. Ouais. Chose que j'arrivais pas à faire avant, donc je suis content. C'est pas facile de recevoir quelque chose qu'on n'a pas reçu. Je crois que c'est
Vraiment difficile, en fait. Ça met complètement en panique le système nerveux. Ouais. Même si c'est quelque chose qu'on désire profondément, parce que c'est souvent ça. Ce qu'on désire le plus, c'est ce qu'on n'a pas reçu. Et quand on le reçoit, si on n'est pas prêt à le recevoir, on revient peut-être un peu au timing, mais si on n'est pas prêt à le recevoir. Ouais, non, mais t'as raison. C'était pas le bon timing. J'avais pas encore la réflexion pour. Ces femmes se présentaient à moi, je les voyais pas, quoi. Ouais, mais carrément. C'est des lignes parallèles, quoi. C'est mais ça. Totalement. Ouais. C'est ça. Et puis après, je les ai vues. Ouais. Donc elles m'ont fait beaucoup de bien et je les remercie encore aujourd'hui. Donc voilà. Ouais, c'est clair. Tu vois, si je devais faire un partage en miroir, on va dire, moi, je m'étais pas spécialement rendu compte que... parce que vu que mes parents sont toujours ensemble, etc., tu vois, tu fais pas forcément attention à ton schéma relationnel fille-père. Puis je me suis rendu compte, et j'en ai parlé avec lui, et j'en ai parlé dans un podcast, de l'impact de la relation avec mon père sur la relation avec les hommes. Je me rendais pas compte, mais je m'en suis rendu compte il y a une grosse année quand même, à quel point il n'était pas disponible émotionnellement. Et donc j'attirais à moi des hommes indisponibles émotionnellement. En surface, ça allait, mais dès que t'allais en profondeur, ça n'allait pas. Et du coup, moi, ça me renvoyait... mes émotions ne sont pas justes, mes émotions ne sont pas valables et j'ai pas le droit d'exprimer qui je suis parce que sinon, ça va pas le faire. Et ce que je désire au contraire le plus profondément, c'était cette connexion émotionnelle. Et quand j'ai attiré à moi un homme qui avait cette profondeur et qui pouvait se connecter émotionnellement à moi, je me suis vue, avec toute la conscience que j'ai, je me suis vue mettre en place toutes les barrières, tous les mécanismes, en ayant conscience et presque, tu sais, de mise à l'écart parce que c'était oppressant de recevoir autant d'amour et presque après t'en viens à questionner est-ce que c'est juste ou pas. Enfin, c'est vraiment impressionnant ce qu'on est capable de faire dans les mécanismes inconscients et ça rend ouf quand on a conscience et que tu te vois le faire. Bah ouais, c'est clair parce que en fait on va vers la facilité au début, on va vers des choses qu'on connaît, avec lesquelles on est à l'aise et qu'on gère. Et c'est vrai que quand quelque chose se présente à nous et qui est bien différent, on comprend plus où on est, comme tu dis, le système nerveux il part. Non, je suis d'accord avec toi. C'est en fait les parents nous laissent des héritages assez compliqués. C'est parce que inconsciemment ou consciemment, ils pensent que leur façon de faire, c'est la meilleure. Donc ils nous ouvrent pas des portes à d'autres choses. C'est-à-dire que je prends l'exemple de ton père. Il était comme ça, mais il t'a jamais dit. Par contre, il y a d'autres hommes qui seront différents. Et peut-être qu'il faudra que tu ailles vers ces hommes-là. Moi, je peux pas te donner ça parce que j'ai mes limites, mais y a des possibilités. Mais comment tu fais quand tu te rends pas compte de tes limites? Parce qu'en l'occurrence, moi, le sujet que j'avais avec lui, c'est que même encore aujourd'hui, j'ai beau lui dire, je pense qu'il s'en rend un peu compte, mais lui-même, dans son comportement, c'était inconscient d'être comme ça. Bien sûr. Vois. Et donc, tu transmets, t'essayes de faire le mieux, parce que je crois que c'est hyper ingrat d'être parent, c'est tellement difficile. T'essayes de faire de ton mieux avec les éléments dont tu disposes, mais presque le but de la vie, c'est ça, c'est tu transmets des petits traumas et c'est tes enfants qui vont venir, tu sais, cut le cycle, etc. Donc lui, clairement, il a des trucs qui étaient pas du tout réglés de son enfance, de son adolescence, mais forcément, quand ça devient ton modèle parental et ensuite t'ajoutes à ça une maman qui a elle aussi, tu vois, son histoire, les trucs qui n'ont pas été gérés parce que ses parents savaient pas les gérer et toi t'hérites de ça, t'es l'aîné de la famille et en fait je crois qu'on doit juste tomber pour se rendre compte d'eux, tu vois. Ouais. Sinon, en effet, tu restes dans ta bulle de normalité. La normalité de ma famille n'est pas la normalité de la famille d'à côté, tu vois. Exactement. Et si tu discutes pas, les relations servent à ça, à mon sens. Exactement. Si tu discutes pas avec les autres, tu peux pas confronter ta perception. Donc, tu t'élèves jamais, tu grandis jamais, tu sors pas de ton cercle. C'est pour ça qu'il faut créer du lien et continuer à créer du lien et pas s'enfermer. Ouais. Dans son propre schéma et avoir peur, parce que rencontrer quelqu'un qui te fasse changer d'avis, ça fait peur à tout le monde maintenant. Ouais. C'est-à-dire qu'on est dans un dogme de la pensée et on se dit que notre façon de penser, c'est la meilleure. Et qu'elle est tellement ancrée en nous que si elle est remise en question, c'est comme si notre personne était remise en question. Et je trouve ça terrible de pas avoir cette ouverture d'esprit. Ça veut pas dire qu'il faut tout écouter ou être ouvert à tout, mais ça veut juste dire être réceptif et se questionner sur ce qu'on vient de recevoir. Est-ce que ça, je le conçois? Est-ce que le concept me parle? Je suis curieux. Ok, ça me fait réfléchir. Je vais pas être totalement d'accord avec ça, mais si je réfléchis bien, ça va m'apporter ça. Donc, je peux prendre ce qui m'intéresse et laisser ce que je peux pas gérer. Mais ça, qui est capable de ça aujourd'hui? C'est très rare. On est
trop stressé, on est pollué, comme tu disais. On n'a plus accès à nous et puis on parle plus, quoi, entre nous. C'est compliqué. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, les podcasts que tu fais actuellement avec Mourad sur des sujets qui ont vraiment un lien, de ce que je peux percevoir, en tout cas, sur les relations amoureuses. Qu'est-ce que toi, ça t'apporte à un titre personnel? Moi, ça me permet de faire le bilan, de me remettre en question, de prendre du recul, parce qu'avec les discussions que j'ai avec Mourad, je me cache de rien, et ça me permet aussi de me confronter à d'autres réalités, de peut-être remodeler ma façon de voir les choses, de réadapter, tout en pouvant rester ancré sur ce que je suis, mais quand même en me disant il y a peut-être une nuance à apporter, il y a peut-être un truc à faire, il y a peut-être un... Tu vois, en fait, c'est de la réflexion, donc ça me fait beaucoup de bien niveau amoureux, parce que moi, je suis... t'en parlais tout à l'heure, j'ai beaucoup de colère, mais j'ai beaucoup d'amour, en fait, ça va avec. Donc, je peux être très, très en colère contre l'être humain, mais je l'aime profondément. Et du coup, tout cet amour, il faut le gérer. Et moi, qui ai accepté d'être polyamoureux, terme que je déteste encore une fois, mais d'être capable d'aimer plusieurs personnes et de ne plus culpabiliser, grâce à ma thérapie d'ailleurs, hein. Parce qu'avant c'était culpabilité, mais vraiment forte. Et maintenant que je suis ouvert à ça, il faut que je conceptualise comment amener les choses, avec qui, pourquoi, laisser une ouverture, comment expliquer les choses. Et c'est très très difficile, mais du coup ces podcasts-là me permettent tu vois, de remettre les choses en ordre et de me dire ok, là je suis sur une voie, je vais essayer, ça marche pas, on passe à autre chose, il y a d'autres possibilités. Voilà, c'est une sorte de bilan, mais très très bénéfique, je pense. Là dernièrement, ça m'a permis de me rancrer en moi, enfin de me recentrer, parce que je commençais à m'éparpiller sur les besoins des autres. Quand t'es en couple avec plusieurs personnes, et t'as tous les besoins des autres, puis les tiens, en fait, personne n'en a rien à foutre. C'est-à-dire qu'on fait semblant de les voir, on les entend, on les tolère, mais c'est pas notre problème, parce que tu n'es pas normal. Alors c'est pas dit comme ça, évidemment, mais le ressentiment, les réactions, la petite pointe de rancœur, de mauvais ressentiments, ça te renvoie, je suis pas ok avec ce que t'es. Voilà. Moi, par contre, si tu veux qu'on soit ensemble, c'est comme ça que ça marche. Et là, tu parles de personnes avec qui t'es en couple, pas des personnes à l'extérieur qui jugent ou qui... Non, il y a les personnes extérieures qui jugent aussi, c'est intéressant de se confronter à ça. Ouais, tout à fait. Non, mais moi j'aime bien, parce que les gens, ils arrivent avec leurs préjugés. Ouais, mais t'es comme ça, ok, d'accord, bon, y a pas de souci, mais moi... Et en fait, ça me permet d'affirmer ce que je suis encore plus. Ouais, carrément, en tout cas, ce que t'es à l'instant T. Parce que j'aime pas figer les choses, donc c'est ce que t'es à l'instant T, c'est peut-être une phase d'expérimentation, il faut te la laisser vivre, en fait. Exactement. Tu t'autorises à la vivre. C'est ce que je dis aux gens, je dis... En tout cas, aimer les gens, c'est sûr qu'à vie, j'aimerais les gens de cette façon-là. Maintenant, les modalités, elles sont pas figées, comme tu dis, c'est l'instant T. Là, j'ai voulu essayer des choses, ça fonctionne pas. Là, je suis en train de me dire que peut-être ce modèle de relation ne me conviendra pas, et peut-être qu'il faut pas que j'ai de relation tout court avec les gens. En tout cas, ceux qui sont pas prêts du tout, peut-être il faut que je laisse les gens tranquilles et que les choses viennent à moi, pas les refuser, mais en tout cas, protéger les autres d'une remise en question trop violente de leur modèle, qui pourrait les désaxer et les mettre dans des galères psychiques, tu vois. Donc là, je suis en train de me dire, voilà, là, t'as beaucoup d'amour à donner, tu vas le garder, tu vas le distribuer autrement, et tu vas attendre. Voilà. Pourquoi le distribuer à l'extérieur ? Est-ce que tu peux pas le garder pour toi ? En fait, moi, j'ai pas besoin de mon propre amour. Je sais pas comment t'expliquer. Ça, c'est une notion qui est intéressante, mais pour moi qui est trop limitante, dans le sens où en fait moi je me fonds dans l'univers et moi je suis les autres et les autres sont moi, donc pour m'aimer moi, c'est avec les autres que ça va se passer. Tu vois ce que je veux dire ? Je peux pas m'aimer tout seul et me dire je me trouve bien aujourd'hui, j'ai pas besoin de ça. Je comprends les gens qui en ont besoin et je ne critique pas,
Mais moi, je suis dans un mode où je suis une entité à part entière dans l'univers et j'ai accepté d'être un grain de sable. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas besoin de sortir du lot. J'ai pas envie. J'ai envie de me mêler, j'ai envie de me mélanger, j'ai envie de me partager, j'ai envie de... Voilà. Et qu'on arrête de s'appartenir, en fait, tu vois? Donc, je ressens pas le besoin de... Moi, je pense que je m'aime suffisamment, en tout cas, et je sais suffisamment ce que je suis pour le déverser. Tu vois? Ouais. Voilà. Du coup, tu mettrais quoi comme étiquette si tu mets pas polyamour? C'est trop intéressant parce que j'ai eu tellement de discussions, notamment suite à une séparation fin 2020, où du coup, moi, j'en suis venue énormément à questionner le modèle relationnel, tu vois. Ouais. Parce que notre contrat inconscient avec lequel on était entré en relation 6 ans plus tôt avait évolué. Mais en fait, de toute façon, il n'y avait même pas de contrat établi. C'est pour ça que je dis inconscient. Le contrat inconscient collectif, c'est on est en monogamie. Et donc, quand ça avance, après, je sais pas, on peut parler de mariage ou pas mariage, d'enfant ou pas d'enfant, mais très certainement, au début, en tout cas à l'époque, on ne parlait pas d'ouverture de couple, tu vois. Ouais, Donc, c'était inconsciemment, c'est une monogamie exclusive. Et au fur et à mesure, je voyais bien que les lignes étaient en train de changer et que ni l'un ni l'autre, ça faisait mal très certainement d'avoir ce genre de discussion, etc. Donc quand on s'est séparé en conscience, en mettant en face et en parallèle ou en calque, je sais pas, nos visions, et qu'on avait des visions différentes de la vie parce que on avait besoin d'expérimenter des choses différentes, lui comme moi, et en tout cas ça pouvait plus coller en couple. Du coup, je suis allée vachement questionner, tu vois, ce modèle de polyamour, et je déteste ce mot parce que pour moi c'est abstrait, flou, et je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre quand même chaque chose, etc. Donc moi, ça me parle pas trop. Du coup, en premier, est-ce que toi, tu remplacerais le mot? Est-ce que tu voudrais donner une autre définition, ou tu veux juste dire que t'aimes les gens, ils entrent en relation avec toi s'ils ont envie, sans étiquette, parce que peut-être c'est l'étiquette qui te convient pas, ou... Moi, c'est l'étiquette, c'est la création de ce mot qui va avec la mode, qui va avec. Tu vois? Il y a clairement une mode de polyamour. Ouais, j'en peux plus. C'est chaud. J'en peux plus. Moi, quand j'ai commencé à l'expérimenter, c'était en 2015-2016. Et donc, il n'y avait pas encore. Non. Le boom, il arrive en 2017-2018. Et là, je me dis, oh putain. Je me dis, là, je suis dans une sauce. Ça va être terrible. Je suis un gars de la mode. Non, mais en plus, moi, je déteste ça. C'est horrible. Donc, du coup, grosse étiquette. Et obligé de t'expliquer. Juste parce que t'aimes énormément les gens et que t'es capable d'aimer beaucoup différentes personnes. Point à la ligne. En fait, c'est pas compliqué. Je pense qu'on est beaucoup plus que ce qu'on croit à être comme ça, sauf qu'on se l'autorise pas. Et ça, c'est ok. Chacun ses choix. Mais on n'est pas obligé de se catégoriser à chaque fois. Tu vois, par exemple, moi, tout ce qui est homosexualité et tout, je m'en fous. Pour moi, ça fait partie de la nature. On ne devrait même pas avoir à mettre de mots dessus. Je vois. On devrait juste le vivre et rien avoir à faire de ce que les gens font, en fait. Tu vois? C'est pour ça que moi, toutes ces étiquettes, juste pour faire valoir des droits, alors qu'en fait, c'est du marketing, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. T'as envie d'aimer plusieurs personnes, t'as envie de l'assumer, tu l'assumes. T'es pas obligé d'avoir un nom, en fait. C'est un concept qui t'appartient, qui est là, que tu ressens, et puis c'est tout. C'est privé, quoi. Mais tu vois, moi, je suis la première à dire que j'aime beaucoup de personnes, tu vois, vraiment. Je les aime profondément. Par contre, je sais, de par ma nature, que c'est pas mon modèle. Je peux pas être en relation avec plusieurs hommes parce que, naturellement, je suis entière et je me sens vraiment liée énergétiquement à mon homme, en fait, à l'homme avec qui je vais partager un morceau de ma vie, un bout de chemin, etc. Et du coup, c'est vraiment suite à toutes ces questions, toutes ces discussions que j'ai pu avoir avec des personnes qui étaient complètement contre, des personnes qui étaient déjà dedans, etc., pour diverses raisons, j'en suis venue à me dire que c'était comme une expérimentation que l'humain devait vivre pour aussi, parce qu'on se mange les blessures, elles sont x10. Je pense déjà que dans la relation monogame, tout ressort. Et je pense qu'honnêtement, quand il y a plusieurs personnes, ça y va de toutes les blessures. Et tu parlais de quand les gens sont pas prêts et que ça peut même créer, tu vois, des formes de séquelles psychiques, etc. Je pense qu'en effet, quelqu'un qui est pas préparé, ça rouvre des traumas
mais qui sont incroyables. Et en tout cas, vraiment, ce que je me disais, c'est, j'ai l'impression, pareil, c'est ma vérité de l'instant, et peut-être je penserai différemment plus tard, mais que c'est une phase d'expérimentation, et que profondément, quand on est vraiment bien avec soi, qu'on se sent vraiment bien, c'est comme s'il y avait une autre personne qui va. Alors, quand je dis te combler, c'est pas dans le sens t'es 50% et tu trouves ta moitié. Hein. C'est juste, tu vas te sentir tellement bien avec cette personne que naturellement, sans même poser d'étiquette, même si tu vois 2-3 autres personnes, tu vois, autour de cette personne, bah, naturellement, tu vas avoir envie de passer plus de temps avec cette personne parce que elle va t'apporter une sécurité émotionnelle. Elle va te permettre d'être pleinement toi, ce que tu es et ce que tu n'es pas encore. Que je me dis que naturellement, même quand t'expérimentes, bah, il y a quand même une personne qui sort du lot. Et ça veut pas dire que le reste est de côté. Et après, ça peut même être, tu vois, un couple, mais après il y a la sexualité et je distingue tout ça, tu vois. Tu as raison. C'est être en relation avec plusieurs personnes, ça me paraît inconcevable. Par contre, avoir mon partenaire, mais me dire qu'à un moment on a besoin d'aller vivre des expériences, etc. Mais on est ensemble et on a tellement confiance en cet amour que on sait que ça reste des expériences sur le côté. Oui. Mais pour moi, être en couple de cette manière-là, avec une union sacrée, c'est un choix. Et c'est un choix de je te prends pour ce que tu es, ce que tu n'es pas, je t'accepte dans ta globalité et on avance ensemble. Ce sera pas facile, mais on va avancer ensemble. Et sur le chemin, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des vagues, même s'il y a des tsunamis, sauf bien sûr si on se sent en insécurité, qu'on n'est plus bien, etc. Mais de garder ce choix, et ça en vient sur l'engagement. Parce que j'ai la sensation que si je parle du terme polyamour et de ce que j'ai pu voir, eh ben j'ai l'impression que c'est une peur de l'engagement derrière. Alors il y a sûrement des gens qui l'utilisent de cette façon-là, peut-être moi-même inconsciemment. Après, moi, je l'ai tellement ancré en moi et tellement accepté que si c'était le cas, et si j'avais un doute, j'hésiterais pas à me dire « Oh là, pourquoi tu le fais ?» Mais j'ai eu le temps de me poser les questions, et puis on m'a tellement questionné qu'en fait, bah, pour moi, non, en fait, je peux aimer plusieurs personnes sans problème, ne pas faire de sexe avec toutes ces personnes, hein. Par exemple, avoir un partenaire ou une partenaire exclusive, mais quand même avoir de très très forts sentiments pour d'autres personnes. C'est pas un problème, tu vois. Mais ça, je te rejoins. Parce que ça peut pas être une personne qui te satisfait, tu vois. Et notre amour est beaucoup plus grand que ça. Exactement. Ouais, oui, ça, Après, moi, vivre la pluralité dans les relations, c'est pas un problème pour moi. C'est les autres qui ont un problème avec ça. Parce que faut se partager. Parce que faut être capable d'être dans des moments où bah, t'es tout seul, t'es autonome. Ta dépendance affective, bah, va falloir que tu travailles dessus si t'en as. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué parce que moi, je dois composer avec, par exemple, et me dire, si je vais la voir, l'autre va être déçu, je sais que je la déçois, ça me fait mal à moi, ça lui fait mal à elle, je vais voir l'autre, je suis content, mais je suis pas vraiment là parce que je sais que l'autre, elle est pas bien. Et donc, c'est plus dans ce sens-là où c'est une gestion de avec qui c'est possible qui va être problématique. Mais en réalité, je pense qu'il y a beaucoup plus de modalités de couple, donc de relations, qui sont possibles que ce qu'on croit. Bien sûr. Il faut juste s'écouter soi, écouter les autres et se dire ce qu'on est capable de faire ou pas, les limites. Ce qui nous met en insécurité ou pas. Ouais, est-ce qu'on est capable de tolérer à l'instant T ? Exactement. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments où tu peux te sentir hyper bien, etc. Il n'y a pas de souci. Et il y a des moments où t'es peut-être plus dans une phase d'introspection, t'as davantage besoin de ton partenaire dans ce moment-là, etc. Ouais, bien sûr. Et je pense que c'est exactement comme les cycles de la lune, comme la nature, c'est toujours ça, quoi. C'est aussi accepter qu'on soit cyclique et que tu peux pas formaliser un contrat, ce sera comme ça, etc. T'as tout à fait raison. C'est à l'instant T, et surtout quand on vient toucher le domaine de l'intime, parce que la relation amoureuse, c'est quand même le niveau d'intimité le plus grand qu'on puisse avoir dans une relation après celle qu'on peut avoir avec nos parents. Et c'est aussi pour ça qu'elle fait mal autant qu'elle fait du bien, qu'elle est en fait, tout le monde cherche à s'unir d'une certaine manière. Après, il met derrière ce qu'il veut, tu vois. Mais cette union, derrière, c'est une union à soi. Parce que la relation, elle permet de révéler des parts de toi, des parts d'ombre, de les mettre en lumière, des parts de lumière, de les augmenter. Donc finalement, pour moi, on est super égoïste, hein. On se met en relation parce que clairement, ça nous sert.
Oui, bien sûr. Clairement. Bah, ça nous construit. En fait, moi, j'imagine l'amour comme quelque chose avec des trous. Ouais. Et puis, à chaque fois que tu rencontres des gens, ils comblent des trous. Mais c'est trop ça. Je vois ça des augmente. niveaux. Tu sais, Voilà. comme je joue pas trop aux jeux vidéo, mais je vois des niveaux. Oui, tu oui, sais, non, mais c'est ça. C'est trop ça. C'est j'ai une nouvelle vie. Ouais. Et en fait, mais tu le fais aussi pour eux. Ouais. Donc, c'est pas Bien égoïste. sûr. C'est dans les deux sens, bien sûr. C'est dans les deux sens. Ouais. Du coup, c'est pas vraiment un égoïsme. C'est plus qu'est-ce qu'on se donne l'un et l'autre. Et il y a des relations, malheureusement, qui te retirent. Ouais. Qui t'empêchent de t'épanouir. Ouais. Consciemment ou inconsciemment. Et c'est là où c'est compliqué parce que l'amour a beau être là, tu sais que la relation n'épanouit pas, parce que moi je distingue l'amour et la relation. Bien sûr, total. Et du coup, bah, c'est compliqué de vivre avec ça. Par exemple, moi, les personnes qui vont être possessives, jalouses et insécurisées par rapport à ce qu'elles sont, si j'ai fait beaucoup d'efforts pour leur prouver, et c'est horrible ce terme d'ailleurs, j'aime pas du tout, mais déjà, leur montrer, en tout cas, leur côté soleil, radieux, magique, et qu'elles s'en saisissent pas, au bout d'un moment, je suis pas magicien. C'est clair. Si on en est encore à douter de ma sincérité alors que moi je fais tout ce que je peux, c'est que ça suffit pas. Donc je ne suffis pas. Et donc c'est ok. Mais tu vois, c'est très difficile parce que c'est des reproches. Et quand toi tu tombes là-dedans et que tu mets pas la limite, ah mais t'es mort. C'est pour ça que maintenant, dans mes réflexions, c'est attention à qui tu ouvres la porte. Bien sûr. Tu peux aimer les gens, mais aime-les à distance si tu sens que ça va pas coller. C'est exactement ça. Parce qu'il y a déjà un problème dans l'énoncé quand t'as dit possessif. Tout en point, t'as dit possessif. Après, t'as dit prouver. Ouais. Déjà, c'est dans le wording, on n'est pas bon. Enfin, parce que ça va pas avec le fait de je veux me mêler, je veux me partager, je veux me lier avec d'autres personnes. Ça va pas. Donc forcément, malgré tout l'amour que tu peux déverser dans ces personnes-là, quand bien même elles se diraient et elles te diraient c'est bon, je peux le gérer. Amen, quoi, tu vois, on sait, c'est pas, tu vois, c'est exactement ça. Et donc il faut réussir, et à mon sens, c'est ça la structure des personnes qui initient des relations polyamoureuses où il y a plusieurs personnes dans l'équation. C'est certes, il y a beaucoup d'amour, mais de pouvoir, c'est à toi, à mon sens, de dire si ça peut rentrer dans ton énergie ou pas, parce que clairement, ce sera pas, enfin toi, ça vient les brûler. Moi, je dis ce truc-là parce que c'est ce qui se passait avec mon ex, en fait. Il avait une énergie où il venait brûler les femmes, d'une certaine manière. Il le faisait pas exprès, par tout son amour, par toute sa lumière. Mais ça les mettait dans des états... c'était dingue ce qui se passait, tu vois. Ouais. Et moi, je me disais, cette personne-là, elle vient dans leur vie à ces femmes pour les brûler. Mais quand je dis pour les brûler, c'est pas méchant. C'est le soleil. Tu peux t'en approcher, mais si tu t'en approches trop, tu te brûles. Ça. Et donc, il faut faire vachement attention à ça. Et à mon sens, du coup, c'est plus au soleil aussi. Même si dans la nature, le soleil, il bouge pas. Hein. I know, but il en a conscience, tu vois. En tout cas, là, vraiment, il y a cette conscience. Il y a cette conscience que derrière, il y a des conséquences. Ouais. Surtout quand ça fait mal, parce que tu vois, t'as pas envie de faire du mal aux gens. Après, c'est à toi que tu fais mal. C'est pire, donc, c'est horrible. C'est affreux. C'est la pire chose. C'est pour ça que moi, je suis sur cette réflexion du moment, en tout cas. Ouais. Et que ça va mûrir. Voilà. C'est comment ne pas brûler les gens, quoi. C'est ça. Horrible. Et comment tu fais dans ta vie en général, là, même pas forcément dans le domaine amoureux, comment est-ce que tu ressens quand une personne est juste bonne pour toi, que tu as envie qu'elle soit plus proche de toi? Est-ce que tu le ressens dans ton corps? Est-ce que c'est juste un feeling et tu n'as pas forcément associé à un ressenti corporel? Et qu'est-ce qui se passe en fait? Ça va être plusieurs choses. Ça va être feeling spirituel, intellectuel, où moi je vais être assez réceptif. Et donc je vais sentir que les choses sont fluides, qu'il n'y a pas besoin de forcer, que tout passe. Et ça va être dans le corps aussi, mais c'est là où il faut que je me méfie, parce que le corps, il a la vérité, mais l'esprit, il peut bloquer cette vérité. Et là, moi, par contre, j'essaie de me restreindre parce que je suis très primaire dans ma façon de ressentir. Ouais. Il faut que j'intellectualise très vite pour pas rentrer dans des problématiques, tu vois. Ouais. Voilà. Du coup, j'essaye de... Quand c'est le feeling spirituel, intellectuel, c'est plus simple. Quand c'est physique,
c'est plus compliqué à gérer. Donc, du coup, j'essaie de réfléchir à 2 fois avant de m'engager sur quoi que ce soit. Je trouve que de laisser du temps, c'est le dernier épisode que j'ai sorti du podcast. Il est sur... du coup, ton podcast sortira pas dans le dernier, mais c'est pas grave. Mais c'est sur l'énergie sexuelle. Ouais. Et vraiment, ça, c'est... pareil, c'est quelque chose que j'ai pu vraiment conscientiser, vivre, ressentir sur les 3 dernières années de tout ce qui s'est passé dans toute ma vie. Et de se dire à quel point cette énergie, c'est un magnète. Donc, c'est incroyable. Mais quand elle n'est pas gérée, c'est une prison. Ouais. C'est parce que moi, c'était soit je la fermais, je bloquais en fait ce flux, mais du coup je bloque ma créativité, je bloque mes projets, je bloque mon envie de vivre d'une certaine manière. Sûr. Et quand je la laisse trop transparaître, j'attire à moi en fait des personnes qui eux ne sont pas forcément capables de gérer leur énergie, etc. Donc ça c'est quand je savais pas la gérer. Quand tu sais la gérer, t'attires à toi des personnes qui ont une forte énergie sexuelle, une forte énergie de vie, qui sont en général déjà dans leur centre, qui sont déjà en train de rayonner. Et donc, naturellement, bien sûr que ça se passe dans le corps aussi, tu vois. Mais il y a cette conscience, je crois, des 2 côtés, de se dire take it slow, quoi. Ouais, take it clair. slow parce que ça se trouve, cette énergie qu'on ressent et qu'on ressent dans le corps, c'est juste parce qu'il faut qu'on parle pendant 3 heures d'un sujet. Ouais, ça n'est pas pour avoir une intimité, ça n'est pas pour être en couple, tu vois. Et de dépasser ce truc-là alors qu'on est des animaux primaires et qu'on a un corps avec 5 sens et qu'on a envie de se lier et de ressentir, je trouve que plus on monte en niveau de conscience et plus c'est à nous d'initier ça et de ouvrir, fermer. Et moi, en tant que femme, je suis obligée. Parce que sinon, c'est un truc de fou. Donc, t'es obligée d'ouvrir ou de fermer les portes et d'avoir vraiment conscience. Et moi, en tout cas, par rapport aux hommes qui viennent à moi, de leur montrer qu'ils ne sont pas que du primaire. Ouais, et sûr. leur permettre de faire remonter cette énergie-là. Et en fait, c'est incroyable ce qui se passe parce que du coup, ça permet, des échanges que j'ai pu avoir, tu vois, ou des relations que j'ai pu avoir, ça permet aux hommes de juste se dire, ok, je pouvais croire que je la désirais physiquement, alors qu'en fait, oui, j'ai été attirée par mon désir physique, mais c'est parce qu'elle avait un cadeau à m'apporter à un autre niveau, tu vois. Ouais. Et du coup, mais protéger ton énergie sexuelle, ton énergie de vie qui a de la valeur. Ouais. Et que même si t'aimes beaucoup de gens, je suis désolée, mais tout le monde n'a pas à recevoir au même niveau ton amour. Oui, parce qu'ils sont pas capables de le recevoir ou ils sont pas capables de le gérer. Mais pour moi, après, par contre, tout le monde se vaut jusqu'à ce que y ait des problèmes qui soient là ou qu'on s'entende pas. Jusqu'à ce que des fois, il arrive vite. Voilà. Oui, non, mais tu t'en rends vite compte. Ah non, ouais. Ça c'est un connard. Ah, ouais, bon, peut-être. C'est clair. Voilà. Mais non, je suis assez d'accord. Ouais. Ok. Tu sais que je t'ai même pas demandé de te présenter. Du coup, on va le faire un peu vers la fin, mais c'est pas grave. J'aimerais bien t'entendre sur qui es-tu. Okay. Même si déjà, je pense qu'on cerne déjà pas mal de choses. On cerne déjà un peu le personnage, mais... Ouais. Quand tu veux. Hein. Vas-y, qui es-tu? Ok, c'est parti. Moi, je m'appelle Ismaël Diallo. J'ai 37 ans. Je suis né à Paris. Je suis français, d'origine sénégalaise. Quoi dire? Je suis issu d'une fratrie de 6 enfants avec 4 sœurs et un frère. Donc les femmes, je connais un peu, ça va. Élevé principalement par ma mère. J'ai eu une enfance assez rocambolesque. J'ai été malade très tôt puisque je suis né prématuré. T'es né à combien de mois? Je sais même plus. On m'a dit t'es sorti trop vite, mec. T'aurais pas dû sortir à ce moment-là. Okay. Et en fait, on m'a dit toute ta vie, c'est que t'es pressé en fait, tout le temps. J'ai dit c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas le temps. Je tourne pas autour du pot. Je suis très direct. Je déteste qu'on prenne des pincettes. Je supporte pas ça. Alors je me suis rendu compte que moi, je devais le faire. Par contre. Parce que c'est important pour une vie sociale. Mais moi, j'aimerais bien qu'on se parle tous comme moi je le parle, tu vois. C'est genre bam, bam, bam. Mais en fait, tout le monde n'est pas capable. Ouais. Et même ceux qui disent oui, moi je veux la vérité, je veux la franchise, ils sont pas toujours capables de l'entendre. T'arrives, tu lui fais ça c'est la franchise, c'est la vérité. Ah non, c'est pas possible. Donc bon, bref, ça c'est mon côté un petit peu rentre dedans. Moi, j'ai eu une enfance un peu compliquée. Pas beaucoup d'argent à la maison, même voire pas du tout d'argent. Épicerie sociale, frigo vide, bref,
les galères, expulsions. J'ai sombré un peu dans la délinquance à 12 ans. Et puis, quand ta maman est partie. Ouais, quand elle a commencé à partir, parce qu'elle revenait, mais... D'accord. Et j'ai commencé le sport, j'ai commencé la danse, et là, j'ai plus eu envie d'être dans la rue, faire de la merde. Donc j'ai continué, j'ai élevé mes frères et sœurs à la maison, un peu comme je pouvais. Ils ont grandi, donc au bout d'un moment, ils ont pu être un petit peu plus autonomes. C'est toi l'aîné ? Je suis pas du tout l'aîné, non. Mais Okay. Les deux grandes sœurs, il y en a une qui était pas là et l'autre qui avait ses choses à gérer à elle et qui préférait se mettre dans sa chambre toute seule. Moi, j'ai pas cherché à comprendre. Par contre, du coup, on s'entendait pas. Puis j'ai fait des études dans le commerce, alors que je m'en foutais, mais ma mère elle trouvait ça bien. Et puis je me suis après avoir fait STAPS, après avoir essayé plein de choses, je me suis mis dans l'éducation. Donc je suis devenu éducateur sans diplôme parce que on m'avait recruté sans diplôme. Et puis j'ai continué mon parcours de danseur, j'ai créé une petite compagnie, j'ai gagné des battles, j'ai fait plein de pays, voilà, tranquillement. Et puis là je me suis ancré dans le social une bonne fois pour toutes. La danse, c'est à côté, toujours. Ça me nourrit, les deux me nourrissent. C'est vrai que je danse beaucoup moins qu'avant. En même temps, j'ai 37 ans, ça commence à être un peu plus physique, d'avoir deux travails. Parce que je pense que si je faisais que de la danse, ça irait très bien. Hein. Mais j'ai pas envie non plus, parce que j'ai pas envie que ma passion, ça devienne un enjeu dans ma vie. J'ai fait partie d'une compagnie avec des chorégraphies pop incroyables, mais c'est des one-shots de temps en temps et ça me va très bien. Ouais. Je pourrais pas faire une vie sur les routes, tout le temps en train de bouger. Non, moi j'ai besoin d'ancrage, même si je suis très très créatif. J'ai une imagination débordante qui, quand j'étais jeune, a pu embêter beaucoup de monde parce que je racontais énormément d'histoires. Pas des mensonges, hein, des histoires que je créais et tout, j'adorais raconter. Je faisais beaucoup d'inventions, ce qui n'intéressait personne, mais qui sont devenues des vraies inventions plus tard, pas grâce à moi. Mais une fierté de me dire, putain, à 10 ans, j'avais conceptualisé ça, et ils l'ont fait. 7 ans plus tard, c'est incroyable. C'est une grosse fierté, quoi, comme ça. C'était quoi ? C'est un exemple en tête ouais, carrément. Ouais. En fait, j'avais vu Retour vers le futur. Ouais. Mais il y a longtemps. Et donc, je m'étais dit, mais comment on peut faire pour que les skateboards, ils volent ? Et donc, je m'étais pris la tête, j'avais réfléchi et tout. Je me suis dit, en fait, si tu inverses les polarités d'un aimant, on est d'accord qu'il y a une espèce de lévitation qui peut se créer. Et j'étais là, d'accord. Hein, et je jouais avec les aimants, je me disais, en fait, si tu crées une route avec une polarité et que le dessous de ta voiture a une polarité inversée, en fait, t'es en suspens. Je suis choquée, Ismaël, parce que c'est exactement ce que mon ex me disait et qu'il inventait. Et j'en ai presque les larmes aussi. C'est hallucinant. Enfin, je me dis, waouh, c'est incroyable. Ouais, c'est une des inventions que j'ai. Ouais, c'est trop drôle. Ah là là, les génies, là. Mais du coup, j'ai vu qu'ils avaient fait un des métros à Tokyo, ou train, il me semble qu'il est fait comme ça. Oui, il me semble, je sais pas si c'était Japon ou Chine, mais oui, c'est... Et j'avais essayé de conceptualiser, du coup, toutes des infrastructures de la rue, et tout. Et j'avais un copain geek à l'époque en colo qui m'écoutait parler de ça, et c'était cool parce qu'avec lui, on pouvait échanger sur ça. Mais sinon, personne n'en avait rien à foutre. Et en fait, toute cette créativité que j'avais, je l'ai réfrénée parce qu'elle n'intéressait personne quand je suis arrivé en 6e. Et c'était même stigmatisant. Donc je suis devenu une Kaira, c'était très bien. C'était ton masque de Kaira, quoi. Bah t'es obligé en fait, parce que les gens viennent te faire chier tout le temps, tous les jours. Ils voient que t'es un peu sensible, que t'as un cerveau qui tourne mais qui s'intéresse pas. Du coup ils viennent t'embêter. Et après faut jouer leur jeu, quoi. Donc j'ai mis de côté ça jusqu'à présent. Je me suis retrouvé dans les scénarios. Du coup j'écris pas mal de scénarios que je commence à déposer et que je vais peut-être un jour avoir le courage de présenter. Mais voilà, ouais, j'écris pas mal de scénarios, j'ai beaucoup d'idées de concepts d'entreprise, mais j'ai pas de sous. Et j'ai la flemme d'aller faire le tour des banques. S'il vous plaît, endettez-moi à vie pour des concepts qui ont peut-être marché, mais pas sûr. Non, donc voilà, on verra. Donc ta créativité quand même elle s'exprime aujourd'hui, mais c'est aussi peut-être pour ça que tu as besoin d'un très fort ancrage dans le corps. Parce que quand on est très vers le haut, on a énormément besoin d'être ramené à la terre. Sinon on est chez père, quoi. Enfin, et on est bah tu sais, on est exclu. Ouais. On en revient à ça. Ah ouais, non mais moi les racines, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Ouais. Ce qui me fait peur, c'est quand le chemin est déjà tracé.
Ça, moi, c'est insupportable pour moi de me dire ouais, c'est bon, tu vas là. Donc on pourrait imaginer que tu es un arbre avec des très grandes racines et que s'il y a des tempêtes, tu vois, tu peux faire ça, tu peux bouger, c'est complètement ok, quoi. C'est très bien. J'avance mieux dans le flou que sur une route toute tracée où on me dit c'est par là que ça se passe, quoi. Ouais. Tu vois. Pareil, j'ai une vision. Je suis pas quelqu'un dans le détail. Ouais. Je suis quelqu'un avec beaucoup de recul. Du coup, tout ce qui est détail, j'ai beaucoup de mal à être performant. Okay. Par contre, tout ce qui est créer des liens et comprendre le lien logique entre les choses, les gens et même l'intérieur des gens, c'est des choses qui sont faciles pour moi. Voilà qui je suis, qui je pense être, en tout cas. Enfin, qui tu es à l'instant T. Parce que pareil, je te demande demain, je pense que tu peux sortir des choses complètement différentes. Donc ça, c'est très intéressant. Ismaël, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais aborder, qui n'a pas été abordé et que tu aimerais partager là, ou est-ce que tu te sens complet dans ton partage de ce soir? Non, moi je trouve que c'est cool. Je vois pas d'autre chose à ajouter. En même temps, parler de moi, là, franchement, t'as fait un truc de ouf parce que tu m'as fait parler de moi pendant longtemps. Et ça, c'est des choses que je fais pas. Je sais pas trop faire d'habitude. Donc là, tu m'as bien guidé, c'était cool. Mais j'ai pas vraiment grand chose à ajouter, hein. Je trouve que c'est déjà beaucoup. C'est gentil de me donner ce temps-là, quoi. C'est cool. Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais me poser? Ça me vient comme ça. C'est vraiment une question, je sais pas, un truc qui est dans ta tête ou un sujet sur lequel tu aimerais échanger qui est dans ta tête ces derniers temps, par exemple. Des sujets qui sont dans ma tête actuellement, il y en a pas mal. Alors, il y a un truc un petit peu dark, hein, mais moi, je pense qu'on est sur l'extinction de notre civilisation. Les signes sont clairement au vert. Qu'est-ce que toi, t'en penses? Moi, franchement, quand tu me le dis, ça me fait rien. C'est-à-dire que c'est possible, très fortement. C'est peut-être pas possible, je sais pas. Mais ça ne me fait rien. Peut-être parce que je le sais au fond de moi et qu'il y a une partie de moi qui est complètement dans l'acceptation de ça et que je me considère pas comme une sauveuse. Je sais que je suis sur cette terre pour éveiller les consciences et vraiment ramener du beau sur cette terre, dans cette vie-là, avec cette identité-là. Maintenant. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, ça me fait pas peur de me dire que demain, en fait, tout ça s'arrête parce qu'il faut que ça s'arrête. C'est exactement ça. En fait, en gros, si ça continue, ça continue. Si ça s'arrête, ça s'arrête. Et quand je vois des gens, et je trouve ça hyper honorable parce que ça fait partie de leurs valeurs, de leur mission, certainement. Mais d'être dans des indignations, dans des révoltes, il y a une part de moi qui est admirative, qui se dit, oh, c'est incroyable ce qu'ils font. Et exactement comme toi. Mais c'est pas moi. Tu vois, genre, moi, j'ai une énergie ultra pacifique et pacifiste dans l'harmonie. Donc, oui, je suis un bisounours, clairement. Mais je suis contente de l'être. Et je sais pas, je me dis juste qu'on va pas sauver le monde. Et on en discutait tout à l'heure, au début à peu près de cette conversation, de se dire, oui, très certainement, les humains vont mourir. Mais moi, je le dis à mes parents au clair, tu vois. Ouais, on va mourir, mais c'est normal, en fait. En même temps, on croyait quoi? La Terre, elle nous appartient pas. Hein. Donc, on a créé plein de trucs, on a cru qu'on allait créer, qu'on allait transmettre des héritages, qu'on allait construire et mettre des comptes en banque. Mais quand tu regardes, j'en ai des frissons partout dans tout mon corps, là. Je trouve que c'est hallucinant, en fait. Quand tu prends juste du recul et de la hauteur, mais tu transmets quoi? La seule chose que tu transmets, c'est quand t'es dans ton centre, quand t'es dans ton alignement, quand tu fais du bien aux gens. C'est la seule chose que tu transmets. Ouais. C'est pas un patrimoine, ou alors un patrimoine émotionnel qui permet aux enfants après, à leur tour, et ceux qui resteront en vie, c'est une mauvaise joke vraiment, mais des fois je suis tellement dépassée par tout ce qui se passe, mais de pouvoir révéler en fait leur diamant, tu vois, révéler leur unicité et gagner du temps. Clairement, moi, c'est ça que tu parlais de. Moi, je suis pas prématurée, mais je suis en avance aussi. J'ai sauté une classe, donc la notion de aller vite, ça me parle, mais fois 1000, quoi. Et moi, c'est vraiment ça. Je sais que je rentre dans la vie des gens pour venir faire des accélérateurs. Si on n'accélère pas quand on est en ma présence, alors je sers à rien. Et moi, j'ai besoin de m'entourer de gens qui m'accélèrent parce que je considère que la vie, elle est hyper courte. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut faire pour que les autres se sentent mieux, pour que les gens subissent plus leur vie, mais qu'ils la vivent et qu'ils se rendent compte qu'il faut pas chercher à ce qu'il y a après. C'est maintenant, là. Ouais. Là, c'est maintenant qu'il faut vivre. C'est maintenant qu'il faut ressentir. C'est maintenant, tu prépares la suite
moi je crois en la réincarnation, tu prépares la suite dans cette vie-là. Moi aussi, en quelque sorte, je crois en la réincarnation. Donc, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et je pense que même il y a eu des civilisations avant nous. Bon, il y en a eu qu'on connaît à travers l'histoire. Je pense qu'il y en avait avant même qui étaient peut-être même plus développés que nous, qui sont arrêtés et ça continue et ça continuera, je pense. Parce que c'est le cycle et que les choses se feront peut-être différemment dans quelques millions d'années. Mais ouais, non, on est là pour quelque chose, ce serait bien que chacun trouve sa place. Mais bon, je pense que c'est plus le temps de trouver sa place, je pense que c'est le temps de mourir, en fait. Voilà, c'est le moment. Mais on peut, comme tu dis, mourir d'une façon cool, pacifiste, arrêter les combats qui nous regardent pas, de se bagarrer pour rien. Après, le problème, c'est que moi, j'ai conceptualisé un petit peu tout le temps cette rage, cette haine, c'est que c'est un moteur de vie pour certains. Ouais. C'est-à-dire que ça te donne envie de vivre, de haïr. C'est la colère, c'est une énergie de vie qui est très forte. Hein. Elle est transformatrice énormément, mais elle peut se retourner contre toi. Et exactement. Ouais. Et je pense que de toute manière, on ne s'arrêtera jamais de se battre. L'être humain est fait comme ça. Donc il trouvera des combats partout. Maintenant, moi, j'ai pas trop envie. Donc je suis plus l'infirmier qui va soigner les gens. Ouais. Mais tu sais, pour le truc, je rebondis sur quelque chose, mais j'ai fait 2 retraites Vipassana, et donc des retraites de méditation silencieuse pendant 10 jours. Truc que je pourrais jamais faire. Parce que tu peux pas parler. Ouais. Et parce qu'il faut rester en place. Les deux. C'est horrible. Et en tout cas, on nous dit quelque chose dès les premiers jours. Et je me souviens de la sensation que ça m'a fait dans le corps la première fois que je l'ai entendu. Et j'avais de la colère. Et ensuite, le lendemain, ils te l'expliquent. En fait, en gros, ils te disent qu'il faut apprendre à mourir. Et j'étais fâchée après ça. Je me suis dit, mais d'où je vais dans un truc de méditation et on m'apprend à mourir? Mais c'est pas du tout ça. Ça correspond pas à moi, ce à quoi je crois. J'ai envie de vivre, etc. Et après, ils t'expliquent. Ils disent, en fait, apprendre à mourir, c'est avant tout apprendre à vivre pour que quand tu meurs, ce soit léger. Pour que quand tu meurs, ce soit, tu vois, t'as pas de regrets. Et on en a parlé avec mes parents. J'ai trouvé ça trop beau d'aborder ce sujet. Et mon père, qui a plutôt peur de vieillir et de se voir rapprocher de sa date de fin, et ma mère, beaucoup moins, beaucoup plus connectée à quelque chose de plus grand, on lui faisait comprendre que c'est dans ces années de vie qu'il lui reste, en fait. On ne sait pas, peut-être que c'est quelques jours, je lui souhaite pas, je lui souhaite qu'il vive le plus longtemps possible, mais on ne sait pas, qu'il peut justement préparer sa fin. Et préparer sa fin, ça veut pas dire j'anticipe quand je vais mourir. Bien sûr. Ça veut dire qu'est-ce que je laisse, quels souvenirs je crée avec ma famille, avec mes amis, avec mes collègues. Comment est-ce que je quitte cette terre, tu vois? Et je trouve que si les gens conscientisaient davantage, au lieu de se dire oh, j'ai peur de mourir, j'ai peur que les gens meurent autour de moi, est-ce qu'on pourrait arrêter d'avoir peur de mourir et on pourrait plutôt se dire là j'ai peut-être peur de vivre? Exactement. Voilà. Non, mais c'est ça. Je pense que c'est très bien pour conclure ce sujet, en tout cas. Je crois aussi. Je te remercie énormément pour cet échange, Ismaël. C'était profond, naturel, spontané et authentique. Et je valorise énormément ça. Et il y a une question que je pose à tous mes invités, c'est comment tu te sens là, après cette conversation qu'on a eue? Comment c'est dans ton corps? Comment c'est dans ton esprit? Comment tu te sens? Je me sens bien. Je me sens comme à la maison, tranquille. Cool. Voilà. Merci à toi. C'était cool.